Fait plutôt intéressant et rare à l'époque, on a trouvé sur le plan de la mission jésuite qui date de 1752 l'emplacement de leur magasin général à l'intérieur de la mission. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Depuis le début du balado, je vous présente des personnages féminins qui ont soit brisé des plafonds de verre, qui sont de grandes pointures des livres d'histoire, ou bien des livres qu'on n'a pas encore écrits, ou bien des leaders de leur cause. Mais du côté de ce qu'on pourrait considérer être un peu moins conventionnel, il y a aussi des femmes qui sont demeurées dans l'ombre. On parle peu d'elles et pourtant, moi je trouve qu'elles ont le mérite de briller. Si c'est pas facile en tant que femme de faire sa place dans un milieu, on va dire propre, imaginez dans un milieu peut-être un peu moins propre, ou qu'on devrait dire régi par les règles de la société établie. Puis moi, des madames qui brisent le petit carré dans lequel on dit c'est ça, être une madame, puis faut pas que tu dépasses de ça, ben vois-tu, j'ai comme un gros faible pour ça. Tu m'étonnes. Si je vous parle de contrebande, vous pensez assurément à l'alcool qu'on faisait passer pendant la Prohibition au début du 20e siècle. C'est un sujet qu'on a full abordé dans des films, dans des livres, puis tout. Comme on dit, ça a marqué l'imaginaire collectif. Mais la contrebande sur le territoire nord-américain, ça existait bien avant ça. Et des contrebandières, il y en avait. Oui, madame. Puis pas juste nous deux, là. Mais pour l'épisode, je vais m'en tenir à une sororie du 18e siècle. Place à notre matrimoine et à la contrebande en jupon des Sœurs Desaulniers. C'est quand même bien assez rare dans les cours d'histoire qu'on parle de contrebande. On en parle peut-être un peu, là, mais jamais en profondeur. Je veux dire, c'est qui, quoi, comment. Et pourtant, là, dès les débuts de la colonie française, la contrebande est quelque chose de répandu. Même que la contrebande qui se pratiquait sur le vieux continent a eu bien des répercussions sur le développement de la colonie de la Nouvelle-France. Pendant longtemps, en France, le sel faisait l'objet d'un monopole royal. On imposait une taxe sur la vente de sel, taxe qu'on a appelée la gabelle. Gabelle, ça vient du mot italien gabella, dérivé du mot arabe kabala, qui signifie impôt. À l'époque du Moyen Âge, la gabelle représentait n'importe quel impôt. Dans la France du 17e, 18e siècle, on obligeait chaque sujet du roi d'acheter tous les ans son sel dans les greniers d'entreposage du monarque. Puis c'était payant, là, la gabelle. Ça représentait genre 6% du total des revenus royaux. Petit fun fact ici, si t'écoutes le balado et que t'es originaire de la Mauricie ou que tu passes par là, ben t'as sûrement déjà entendu parler du lien interrive d'Hydro-Québec, la Gabelle, entre Saint-Étienne-des-Grès, pas loin de Trois-Rivières et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Si tu te poses la question, oui, il y a bel et bien un lien entre la contrebande et le lien interrive. Puis pas juste un lien sur la rivière, là, entre les noms, je parle. Le boulevard de la Gabelle à Trois-Rivières tire son nom du fief de la Gabelle, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Trois-Rivières. C'est le gouverneur de Trois-Rivières de 1668 à 1689 qui lui a donné ce nom-là. Il a établi un poste de traite dans le coin, une sorte de poste de contrôle là, pour intercepter le flot de fourrure qui arrivait du Haut-Saint-Maurice, puis comme ça, pouvait percevoir des redevances. Percevoir des redevances, comme un impôt, une taxe, d'où le nom Gabelle. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que les marchands trifluviens ont répliqué en lançant des coureurs des bois illégaux avec comme mission d'obtenir les fourrures en échange d'eau de vie. Ça me fait vraiment rire d'imaginer ça. Revenons maintenant à notre programme principal. Les marchands de sel, c'était des sauniers. Donc, les contrebandiers du sel, on les appelait les faux sauniers. Quand tu te faisais pogner à faire la contrebande de sel, t'allais drette en prison.
Tu y passes entre 10 jours à 3 mois avant de comparaître devant un juge. Selon la nature de ta contrebande de sel, genre tu faisais ça seul ou en gang, à pied ou à cheval, ou bien grâce à une charrette, ben t'allais payer une amende salée. Puis si tu récidivais, on pouvait soit t'imposer des travaux forcés, la peine de mort ou bien la peine du Canada. La peine du Canada, c'est quand on t'envoie ici, chez nous, de ce bord-ci du grand étang, parce que tu fais quelque chose de pas correct de l'autre bord. Au 18e siècle, des centaines de faux sauniers ont été déportés ici en Nouvelle-France. Puis ces contrebandiers-là ont formé le plus important groupe de déportés dans la colonie. Entre 1730 et 1749, 607 faux sauniers sont arrivés ici. Puis ça, ce sont ceux qu'on sait, là. Il y en a peut-être plus. 362 sont restés un certain temps, 241 se sont installés définitivement. Fait que ouais, il y a une couple de Québécois qui ont de la graine de contrebandier, puis dans leur arbre généalogique, un faux saunier. Puis là, je parlais de faux sauniers, mais il y a eu aussi des faux saunières. Les madames participaient à ce marché-là de manière assez active en plus. Tu sais, les grandes et amples jupes, ben faut bien que ça serve à quelque chose. Pour en porter des fois en animation, je peux te confirmer que j'en cache des affaires en dessous de ça. Il y avait plusieurs types de contrebande en Nouvelle-France, comme l'alcool par exemple, mais la plus grande contrebande, c'est celle de la fourrure de castor. Normal aussi, hein, c'est le plus grand monopole de la colonie, le commerce de la fourrure. C'est la Compagnie des Indes qui l'a créé et du même coup a créé un contexte assez favorable pour la contrebande. Puis dans ce domaine-là, nos 3 sœurs désauniers excellent. Marie-Madeleine, Marie-Anne et Marguerite, 3 sœurs qui ont grandi dans le domaine du commerce. Natives de Ville-Marie, leur père était un marchand assez prospère, merci. Elles apprennent de lui tant comment commercer, mais également le transport maritime. Leur histoire de commerçante commence surtout en 1726, où elles s'installent dans la mission jésuite de Sault-Saint-Louis, pas mal où se trouve la communauté de Kanawake aujourd'hui. On les connaît d'ailleurs pour le fait d'y avoir tenu un magasin général. Fait plutôt intéressant et rare à l'époque, on a trouvé sur le plan de la mission jésuite qui date de 1752 l'emplacement de leur magasin général à l'intérieur de la mission. Contrairement à bien des femmes de l'époque, les 3 sont demeurées vieilles filles. Et on peut-tu se dire à quel point ce terme-là, c'est vraiment péjoratif? Je pense qu'on peut juste dire célibataire. Donc, les 3 sont demeurées célibataires. Elles ne se sont jamais mariées. D'autres femmes faisaient aussi dans le commerce de l'époque. C'était pas quelque chose d'inhabituel. Par contre, ces femmes-là étaient soit mariées ou veuves. Les 3 sœurs désauniers? Non! Il faut comprendre que la mission jésuite de Sault-Saint-Louis est une plaque tournante du commerce de l'époque. Montréal, Sault-Saint-Louis, Albany. Initialement, ça a été implanté pour, disons, desservir les Autochtones convertis au catholicisme. Les sœurs approvisionnent les familles Haudenosaunee en produits manufacturiers arrivant de France à Montréal et prenant le chemin de Montréal vers la mission jésuite. Draps, tissus, pacotilles, mais aussi de la viande salée et de la farine. Rapidement, les sœurs désauniers ont vu qu'elles pouvaient faire de l'argent avec des affaires légales, puis beaucoup d'argent avec les affaires un petit peu moins légales. Avec l'aide du réseau de commerce Haudenosaunee, elles ont commencé à vendre des ballots de castor à d'autres commerçants de la ville d'Albany, cette fois anciennement Fort Orange dans la colonie de New York. Puis ces pots-là, ça s'échangeait à l'insu de la Compagnie des Indes, compagnie qui avait, je vous rappelle, le monopole de la traite des fourrures en Nouvelle-France.
Faut comprendre que le mercantilisme, petit reminder de cours d'histoire ici, c'est une politique économique qui permet aux nations mères, donc la France, de répondre à ses propres besoins grâce au commerce de leur colonie, donc la Nouvelle-France. Ce qui fait que l'argent qui se fait en Nouvelle-France, c'est de l'argent aussi que le roi se fait en France. La France n'était pas ben chummy avec l'Angleterre à l'époque. On avait interdit aux marchands français de vendre des fourrures aux marchands anglais des 13 colonies. Quand ça se faisait, c'était littéralement vu comme de la trahison. Il a toujours attiré les ennuis, déception, imposteur, trahison. Il est le mal, il emporte sa mort. Puis du côté des Anglais, on voulait pas plus là, que les échanges se fassent parce qu'on voulait pas financer les Français par leurs marchandises. Mais comme partout dans l'histoire, l'interdit amène la contrebande. Et la contrebande fait pas peur à celles connaissant comment ça marche. Ce qui fait que Marie-Madeleine, Marianne et Marguerite ont pas eu peur et ont commencé assez tôt à user de leurs connaissances, mais surtout de leur relation avec les Premières Nations pour pratiquer le commerce illicite de la fourrure. On savait depuis un bon bout là, qu'elle faisait des affaires pas clean, selon la loi. Dans les années 1740, on les avait déjà dans la mire. On n'est pas encore à l'étape de vouloir fermer leurs magasins, mais on met en garde les jésuites qui tiennent la mission. À raison de croire que les demoiselles Desaulniers, qui ont l'établissement à Sault-Saint-Louis, y font un commerce frauduleux. Il faut user de ménagement à cause des Autochtones. Le gouverneur ne prendra pas de procédé contre elles, mais devra avertir les Jésuites que les ordres du roi doivent être exécutés, là comme ailleurs, et que, s'il y avait de nouvelles plaintes, le magasin même serait supprimé. Mais comme en 1741-42, c'est la guerre de la succession d'Autriche qui commence, on voulait pas perdre des alliances avec les premiers peuples. Puis en plus, comme le commerce en temps de guerre est pas super florissant, on voulait pas perdre le magasin des Sœurs des Aulniers. Commerce plus alliance, ça les protégeait un petit peu. Donc, ce genre de commerce permet, oui, de maintenir des alliances avec les premiers peuples, mais ça contribue aussi au maintien de l'équilibre stratégique entre les colonies, mais aussi ça aide à la circulation de l'information. Les plus grands intermédiaires du commerce entre Montréal, Sault-Saint-Louis et Albany, selon vous, c'était qui? Les femmes Kanien'kehá:ka. Puis, comme parler d'une madame, ça ouvre un immense livre sur d'autres thèmes madame. Il y en a une qui a marqué les esprits de l'époque, la chef de famille de Kahnawake, Agnès. Malheureusement, ça, c'est le nom qu'on lui a donné. On connaît pas son nom Kanien'kehá:ka, mais on sait qu'elle cultivait des champs de maïs, des courges, des haricots, les traditionnelles et superbes trois sœurs avec ses filles et d'autres femmes du village. Elle part souvent dans la vallée du lac Champlain pour visiter sa parenté et lors de ses déplacements, elle transporte des marchandises de contrebande sur plus de 300 kilomètres. Elle en profite en même temps pour acheter à bon prix de beaux lainages colorés et des ustensiles de métal. Puis pour vous donner une idée, entre mai et juillet 53, elle a fait 3 fois le trajet. À pied, parfois en canot, puis tout là. Ça, c'est du chemin, mes amis. En 1742, on commence à véritablement menacer de fermer le magasin. Les plaintes de commerce étranger sont trop violentes pour que ce magasin soit toléré plus longtemps. Le 12 avril 1742, le provincial des Jésuites a donné des ordres pour supprimer le magasin des Demoiselles Desaulniers au Sault-Saint-Louis qui donne lieu au commerce étranger. c'est officiellement en 1745, sous ordre du roi, qu'on dit que le magasin des Sœurs des Aulniers doit fermer et qu'elles doivent quitter la mission pour une durée de 1 an. Ce qui est spécial avec les archives, c'est que oui, en 1745, il y a eu cet ordre-là, mais on a dû attendre 1750 avant de voir les Sœurs des Aulniers être officiellement expulsées vers Québec. Les 3 sœurs ont écrit des lettres, ils ont écrit des requêtes pour faire appel de la décision. Elles disaient là, que leur commerce était légal, puis si on disait que c'était illégal, c'était juste des mauvaises langues, des gens qui étaient jaloux puis jalouses de leur réussite.
Elles ont eu un certificat de bonne conduite, ce qui fait qu'elles sont reparties au Sault Saint-Louis et ont recommencé à faire du commerce. Et évidemment que ça a repris de plus belle les affaires illégales. Elles seront expulsées définitivement, pas juste de la mission de Sault Saint-Louis, mais aussi de la colonie. Ce qui est intéressant avec les Sœurs des Aulniers, c'est que c'est pas juste des contrebandières, là. Elles en sont de très, très grandes, sinon les plus grandes contrebandières du 18e siècle, tous sexes confondus. Elles ont été actives dans l'illégalité pendant plus de 25 ans. Défiant ce qu'on disait être une femme, hein? Douce, docile, tranquille. Ces femmes-là ont fait leurs traces à leur manière, sans époux. Elles ont été des femmes prospères et ingénieuses, sachant organiser un véritable réseau commercial. C'est peut-être pour ces raisons-là qu'on pense que les femmes sont toujours douces, gentilles, dociles, elles attendent le monsieur à la maison, qu'on n'a jamais pensé vraiment à regarder auprès des femmes et de la contrebande. Les femmes à l'époque de la Nouvelle-France, là, sont pas juste dans des milieux traditionnellement féminins. Ben non, elles sont partout où elles ont décidé d'être, même dans le commerce illicite. Puis ça, c'est hot en maudit. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Merci à Marc-André Fortin, à l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.